Bonsoir tout le monde, mesdames, messieurs. C'est bien de voir qu'il y a des dames aussi dans une assemblée technique. Et je vais, comme annoncé, on va faire une présentation en deux parties. Donc une partie plus généraliste, comme juriste, forcément, je ne vais pas essayer de littéralement m'approfondir dans la technicité, mais ça, ce sera Franck qui va s'en charger. Euh, voilà. Et ça fonctionne ou pas? Peut-être fermer la fenêtre ici, ouais. Comme ça. Ça revient même. Voilà, bon. La liaison Oosterweel. Et avant de rentrer plus en détail, je vais me permettre de faire un recul. Un recul en arrière, dans le temps. Non, on va appuyer là. Voilà. Pourquoi Oosterweel? Et je retourne très loin en arrière, au XVIe. Et au fait, avant même le XVIe. Il faut savoir qu'au Moyen Âge, Anvers était aux confins de l'Empire germanique. Et la limite entre l'Empire germanique et en fait, le royaume de France, c'était l'Escaut, en haut du slide. Ce qui veut dire que Anvers s'est développé sur la rive droite et n'a jamais éprouvé le besoin d'aller chercher quoi que ce soit de l'autre côté de l'Escaut. Le slide ici, 1557, c'est donc juste avant la reprise par les Espagnols de la ville. On connaît la période avec les protestants et tout ça. Et donc, il y a l'enceinte de la ville qui, quand on regarde un peu plus loin, là, on part directement sur la période, disons, de le jeune royaume belge, qui est toujours présente début du 19e, mais qui a été surplantée ou qui a été où une enceinte additionnelle s'est ajoutée. Et pourquoi ces deux enceintes sont importantes? C'est que sur la première, celle du temps de la période espagnole, on a construit les grands boulevards, les Leyen d'Anvers, et sur la seconde, on a construit le ring. Et vous voyez, cette période-là, il n'y a toujours pas, sauf il y a des bois, mais il n'y a pas d'habitation sur la rive gauche. On avance 100 ans plus tard, 1960, la construction du ring d'Anvers. Ici, on voit le viaduc de Merksem, qui aujourd'hui a l'air complètement irréaliste à les construire à niveau, un passage dans une zone actuellement quand même fort urbanisée. Mais donc, comme on a vu sur le slide précédent, en fait, de ce temps-là, il n'y avait rien. Et il y avait juste cette ligne Brie-Almont sur laquelle c'était évident de construire de ce temps-là, d'un point de vue très fonctionnel, une autoroute, en fait, 2 fois 3 bandes. Voilà. Alors, le problème, celui-là je vais passer, le problème dans tout ça, c'est qu'à un certain moment, et surtout entre les deux guerres, mais encore plus après la Seconde Guerre, la rive gauche s'est développée. Et en plus de ça, il y a un problème de mobilité qui s'est manifesté. Donc on voit très clairement ici, le Ring, il n'est pas fermé. Historiquement, on n'en avait pas besoin, mais quand on a connecté aussi bien la connexion nord-sud, donc direction Pays-Bas, E19 vers Bruxelles par en dessous, ainsi que la connexion est-ouest, hein, donc Liège pour ainsi dire vers Gand, et le développement du port d'Anvers qu'on voit dans le nord, il s'est très vite avéré que déjà au début, au fait des années 70, que ce qui avait été construit n'était pas suffisant. Alors, il y a tous des débats, il y a eu beaucoup d'idées, des projets avortés. Frédéric l'a mentionné, le fameux Langenwapper, qui est vu par après, qui était une ineptie, parce qu'Anvers n'a jamais connu de pont. Ok, il y a quelques ponts au centre d'Anvers, mais Anvers, c'est une ville de tunnels. Et donc, l'idée d'un pont, c'est dans un contexte aussi, on parle entre 2000, je crois vers 2005 que ça a été lancé, dans un contexte politique aussi, qui à un certain moment a changé, je passe les détails. Et donc, le Langenwapper a cédé la place en 2017
a cédé la place pour un projet de tunnel. Et donc, c'est ce qu'on appelle le Toekomstverbond, le pacte de l'avenir. Vous voyez les interlocuteurs que vous ne connaîtrez pas, mais il y en a un qui est en prominence à votre droite. Il est toujours, disons qu'aujourd'hui encore, il a quand même son impact sur le projet, même s'il s'occupe plutôt des Nations Unies ou de Davos ou d'Euroclear. Mais je crois que la NVA a joué un rôle décisif dans ce changement donc de pont vers un tunnel. Dans ce même changement, on a tout à fait repensé le projet. Il y a une société de gestion, hein, donc Lantis, qui a été créée en 2002, mais elle s'appelait BAM, Beheerswerken Antwerpen Mobiel. Et en 2017, on a changé de nom. Bon, ça peut être un élément de marketing et ça se fait souvent de nos jours, mais Lantis représente maintenant beaucoup plus qu'une société de projet, un maître d'ouvrage, du fait qu'on s'est inscrit dans une autre logique qu'une logique de mobilité. Donc, le ring, boucler le ring, est toujours là. Hein, donc, on veut rendre le trafic plus fluide, mais au-delà de ça, se sont ajoutés d'autres objectifs stratégiques, disons. C'est d'augmenter la fiabilité de l'entièreté du système. C'est assez logique que si on a 2 tunnels aujourd'hui, bon, il y en a un troisième, mais je passe, c'est le tunnel de 1910 qu'on appelle le Konijnenpijp dans le Volksmond, comme on dit. Mais donc il y a 2 tunnels, 2 grands tunnels autoroutiers. Le troisième doit assurer plus de, comment dire, de sûreté, de possibilités de trafic additionnel. Mais au-delà de ça, on a eu toute une démarche de la population anversoise pour réclamer plus de verdure. La verdure, j'ai fait une bêtise, donc aussi bien une verdure sur les parcs, sur des parcs qui seront construits au-dessus du tunnel qui va donc au-dessus de l'autoroute qui est sous tunnel, sous tranchée couverte, mais également d'augmenter la qualité de vie, la qualité de l'air. Peut-être qu'actuellement avec l'électrification c'est moins un sujet, mais dans les années 2010-2012, il y a eu des groupements citoyens qui ont très fort œuvré pour ce genre de choses-là. Et donc, Oosterweel s'est inscrit dans une démarche, tout simplement, pour simplifier, qui était pour 1 euro qu'on investit dans la mobilité, qu'on investit en fait pour l'ouvrage, on investit 1 euro dans la viabilité, ainsi dire, de la ville d'Anvers. Alors, comme là tout à l'heure, le problème du projet, c'est qu'il est gigantesque. Et en fait, il se décompose en 5 grands contrats. Donc, c'est des contrats qui ont été adjudiqués à des consortiums d'entrepreneurs séparés. Et on a commencé historiquement, en fait, dans le sens de la montre. On a commencé en bas à gauche sur la rive gauche. Et on monte, pour ainsi dire, avec le sens de la montre pour terminer à hauteur de le 313, le Sportpaleis, ça sera la fin du projet. Donc je commence en bas et là je vais parcourir un peu plus rapidement les slides parce que je vais aussi tenir l'heure à l'œil. Ce qu'on a fait, et ces travaux-là sont déjà complètement réalisés. Est-ce que quelqu'un a emprunté le ring d'Anvers la dernière année? Qui l'a emprunté ouais, c'est pas tellement de monde, ça. Il faut plus voyager, notamment vers le nord du pays. Mais donc, en gros, ce qu'on a fait sur la rive gauche, on a simplifié les échangeurs. Avec l'espace qui a été gagné, on a rajouté de la verdure, là aussi, donc des parcs urbains. On a surtout embelli, il y a tous des panneaux anti-bruit. C'est un très bel ouvrage quand on y passe actuellement.
Et ça permet de préparer la connexion vers le nord. Peut-être voir si je peux vous indiquer ça. Comment ça marchait ici, Franck? Voilà. Donc là, ça c'est le tunnel sous l'Escaut. Et alors, il y a des tunnels qui passent sous le début du canal Albert. Mais donc, le projet ici, Link Rover, c'est en fait la préparation du système autoroutier à recevoir cet embranchement qui part vers le nord. Et donc, quand je disais 1 euro en infrastructure, on met chaque fois 1 euro en qualité de vie. Ici, on parle donc, comme j'ai dit, ces espaces urbains. On a créé 500 hectares de verdure. On a mis 2 écoducs. Bon, à mon avis personnel, un écoduc tout près d'Anvers. On a placé quelques caméras. Et il y a eu quelques rats, il y a eu quelques renards et un raton laveur. Mais bon, les écoducs sont là. Alors, donc, là, je monte dans le sens de la montre le prochain ouvrage. Ça, c'est un consortium des grandes sociétés de construction, hein, la fameuse société wallonne là, d'Aimé. Mais il y a B6 et il y a Jan de Nul. Désolé, Jean-Jacques. Ils sont d'ailleurs basés là tout près de là, d'Aimé. Ils sont à Zwijndrecht, un peu plus vers la gauche. Ça, c'est le grand consortium maritime, pour ainsi dire. Donc, c'est un tunnel en immersion. Les 8 segments ont été construits à Zeebrugge et acheminés par l'ESCO avec des remorqueurs et ont été immergés tout récemment. Le tout dernier, je crois la mi-décembre, a été immergé. Et si j'ai bien compris, il y a une délégation de l'université qui a été voir ça au mois de novembre. On espère l'ouvrir officiellement en présence de Sa Majesté prochainement, disons cette année-ci. Mais comme c'est l'NVA, ça doit aussi être un parti quand même nationaliste flamand, mais bon, ils sont en bons termes avec le Palais Royal, donc ça va probablement se faire prochainement. Je diverge. Ici, vous avez une image, et là, on se trouve sur la rive droite, et on regarde en fait vers le Link Rover, vers l'embranchement, et donc on voit le tunnel, le premier segment du tunnel qui est prêt à être immergé, et un peu plus loin, l'embouchure du tunnel que vous voyez ici. Donc, aussi au niveau look and feel, à mon avis, c'est le dernier cri, ce qui se fait en tunnel, d'un point de vue d'architecture aussi, fort agréable, et disons quelque chose du 21e siècle, comparé, quand on regarde les tunnels existants, qui sont aussi en gestion d'ailleurs de l'ANTIS, Liefkezoek à la gauche sur la carte et Kennedy qui est en gestion d'ABV, c'est des tunnels du XXe siècle. Ceci, c'est le 21e. Ensuite, troisième projet, autre consortium d'ailleurs, l'échangeur d'Oosterweel. Là, vous voyez, je vais peut-être montrer le slide suivant, c'est gigantesque. C'est d'une largeur, je crois qu'on est à 4 fois l'équivalent en fait des 4 fois 3 bandes, du fait qu'il faut donc partir en sortant du tunnel de l'Escaut, il faut partir vers le nord, l'embranchement direction Pays-Bas, et partir vers le sud, direction Bruxelles, direction Sportpaleis. On y viendra tout à l'heure hein, avec les défis de tout ce que ça représente. Et alors sortir, donc c'est l'accès vers le port d'Anvers, rive droite. Il y a une partie du port d'Anvers qui est sur la rive gauche, mais le gros du trafic sortira là et se dirigera alors vers le port ou inversement. Là, on a donc le tunnel dans le dos et on regarde vers ce futur échangeur et comme vous voyez, c'est en pleine construction. Ça, c'est un milieu plutôt industriel, donc au niveau nuisance sonore, urbanisme et tout ça, c'est plus facile. Ensuite, quatrième projet, autre consortium. Il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, quasiment toutes les sociétés, aussi bien de conseil que de construction en Belgique,
sont représentés, peut-être à une exception de quelques grands groupes français. Il faut dire que le projet étant dans le nord du pays, quand je regarde au niveau des équipes aussi, on a un peu plus d'affinité avec nos voisins du nord, avec les Pays-Bas. Nos équipes aussi, un tiers environ de nos effectifs sont néerlandais. Et je crois que du côté des consortiums, c'est certainement également le cas. Donc, le tunnel, c'est sous le début du canal Albert, parce que le canal Albert, il part là. Et donc, le port, dans les desiderata, disons, du cahier de charge, a très fort insisté de garder en permanence cet accès fluvial. Et donc, on doit construire sur un espace fort réduit. Vous le voyez ici. Donc là, on continue au fait dans le sens de la montre. Donc le tunnel est derrière nous. Ici, vous voyez le tracé. Ça, c'est le quartier général du port d'Anvers. Et donc tout le trafic fluvial, canal Albert, port d'Anvers, passe ici sur cet espace fort réduit. Il y a un système de feux rouges. Donc question de limiter le trafic dans un seul sens. Ce qui pose pas trop de problèmes, mais c'est plutôt un défi au niveau de la construction parce que ce même tunnel, il doit continuer et il doit pouvoir passer vers le nord, passer en dessous de l'eau. J'ai toujours pas compris comment ils vont faire, mais je crois qu'il y a une solution qui a été trouvée. Une fois qu'on sortira des tunnels du canal, on a donc l'embranchement vers le nord, on en a un vers le sud. Et là, vous allez voir, c'est plutôt l'aspect donc de viabilité qui vient en avant. Première chose qu'on va faire, c'est que le viaduc de 1960, il est déjà démoli. Vous le voyez ici. Donc, il y avait une partie des piliers, l'axe vers le nord, qui ont été démolis. L'autre partie y est encore. Et on a construit un bypass qu'on appelle provisoire, qui sera, provisoire c'est très relatif parce qu'il doit tenir 10 ans. Et prochainement, on va donc, le prochain pas sera de démolir ceci et de passer l'entièreté sur le bypass, de sorte à pouvoir construire le tunnel approfondi et donc de basculer après du viaduc à nouveau dans le tunnel. Là, par contre, on a changé de vue, donc on regarde vers le nord. Et ce que je vous montrais là tout à l'heure se situe, là on voit une partie du port d'Anvers, se situe donc, la trajectoire du futur tunnel se situe là. Comme je disais tout à l'heure, dans le marketing du projet, un des éléments essentiels sont ce qu'on a appelé les ringparken, donc ce qu'on pourrait traduire par des parcs urbains. Il y en a 7 sur le tracé du projet. Et si on en croit le mouvement parce qu'il y a des mouvements de citoyens, il devrait y en avoir d'autres qui, par après, iraient se greffer sur le projet, plus vers le sud. C'est souvent des initiatives très locales de gens qui se disent tiens, bon, on pourrait, si on arrive à mettre le ring sous terre, on peut créer de la verdure. C'est vrai, mais ça a un coût. Et donc, dans l'exercice qui a été fait en début de projet, le nombre de parcs urbains était fort limité. Il n'y en avait que 3. Les 3 premiers, au fait, qui sont énumérés ici, qui sont plutôt situés vers le nord. En 2021, on a décidé d'en rajouter 4 autres. Ça a coûté environ 1 milliard d'euros additionnels. Ça a été fait, mais je crois, et ça c'est entre nous ici, je crois qu'au niveau du contexte économique, même si les moyens en Flandre sont un peu supérieurs à ce qui se fait en Wallonie, mais il y a des limites à tout. Et donc je pense qu'en termes de parc urbain, là on a atteint les limites de ce qui est économiquement rentable ou viable. Vous allez voir un exemple de ça. Donc ici, on regarde à nouveau vers le nord. Donc vous voyez ici
l'autoroute, ou allez, le ring, hein, les 2x4 bandes. Et ici, bon, c'est des images virtuelles. Il y a beaucoup de pistes cyclables qui sont développées. Et alors, des loisirs, il y a même une piscine qui sera sur le site. Je ne crois pas qu'on la voit ici. Même chose là. Donc, on a maximalisé les parcs. À un certain moment, il y a des limites en termes de législation européenne sur la longueur des tunnels. C'est assez contraignant, mais donc, par exemple, ceci, on voulait l'avoir plus grand, mais on a dû le limiter pour des raisons de législation. Donc ça, c'est après réalisation. Même chose ici. Donc là, c'est une vue avant, mais avant dans le sens que c'était le viaduc de Merksem tel qu'il était avant la démolition. Donc maintenant, il y a le bypass qui s'est déjà rajouté. Vous allez voir après. Non, ça, c'était pas le but. J'essaie de faire avant-après. Avant, après. Vous voyez la différence. J'espère. Bon. Alors, étant directeur financier du projet, j'allais quand même aussi vous dire quelque chose sur la structuration financière. Actuellement, quand vous traversez Anvers, vous traversez plutôt l'Escaut, il y a un tunnel qui est payant, le Liefkezoek, qui est situé plus au nord, qui dessert surtout le port d'Anvers, moins un trafic local et quasiment pas le trafic transit nord-sud. À terme, l'idée politique, il faudra voir si on arrivera à exécution in fine, c'est pas en 30 d'ailleurs je vois, mais c'est en 33 que les tunnels seront opérationnels. L'idée c'est d'avoir 3 tunnels à péage pour les poids lourds et 2 tunnels à péage pour les voitures. Ça c'est l'accord politique. On ne s'est pas encore mis d'accord sur quel tunnel serait payant pour les voitures. Si ça dépend des politiques, ce sont ceux qui... le Kennedy devrait rester libre. D'un point de vue mobilité et économique, ce serait plus logique d'aller rendre le Kennedy payant et de le mettre sous le système de péage. Pourquoi péage? Parce que actuellement, tous les coûts de construction sont préfinanciés par les régions flamandes. Donc, comme société de projet, on emprunte auprès de la région flamande qui fait office de banquier, tout simplement. Et l'idée étant qu'on va rembourser les coûts de construction environ 10 milliards. Bon, ça c'est une estimation niveau de prix 2024. Donc ça changera. Les 10 milliards, on va les récupérer par des péages. Et donc on a tout un modèle financier qui est audité par la Cour des comptes. Tous les ans, on a une session au Parlement flamand. On donne un aperçu d'évolution parce qu'on fait des estimations sur les revenus en termes basés sur des modèles de trafic. Et au fur et à mesure que le projet avance, on a plus de certitude sur les coûts. Et donc, on cherche un équilibre où on démontre que l'équilibre y est toujours entre les revenus et les coûts qui, sur une échéance de 50 ans, parce qu'on parle d'un modèle financier qui est projeté sur 50 ans, on devra rembourser l'entièreté des frais. Et sur le financement actuellement, il y a une partie aussi qui, il y a une partie aussi qui vient du tunnel existant, le Liefkezoek, qui appartient donc à la société de projet de Lantis. Je crois que je suis arrivé à la fin de ma partie, donc Franck, et je propose qu'on prenne les questions par après. Vous m'entendez bien? Super. Et voilà. Je suis super heureux d'être ici. Je suis un peu le bras droit de Bart van Zijkbroek sur ce projet. En tout cas, j'ai fini mes études en effet en 2016. Très bien, tu m'as très bien introduit.
Frédéric, en fait, depuis 2019, Bart et moi, je travaille côté Lantis d'abord en 2019, et c'était mon petit bébé. J'avais pas encore beaucoup d'expérience, mais en fait, au cours des années, j'ai un peu grimpé les échelons. Et à la place d'être à côté de Bart, ou un peu ouais, son étudiant, je suis devenu project manager côté Rocco, allez, donc côté entrepreneur par après. Et Bart, lui, il est toujours resté côté Lantis où il regarde en fait le projet en sa globalité. Et moi, je fais en fait Canals on Tunnels à temps plein. Et ce qui est super chouette, c'est que je fais en fait tout le cycle, aussi bien côté client que maintenant en exécution, où il y a pas mal. Je vais montrer pas mal de photos. Toutes les photos que vous voyez ici, c'est des photos que j'ai prises ou que des collègues à moi ont prises. Et je vais me focaliser sur deux sujets. Mais si vous avez des questions par après sur d'autres éléments du tunnel, n'hésitez pas. Je pense que j'ai une très très bonne vue où je vais certainement savoir vous répondre. Ceci, c'est une photo d'il y a déjà 6 mois, je pense. Mais ça donne déjà une bonne idée de la grandeur du projet. De quoi on parle? On parle, pour pouvoir construire un tunnel, il faut avoir un puits de construction. Et en fait, ici, ce qui est intéressant, c'est en effet, c'est ici cette petite figure qui est la modélisation en Plaxis, dans ce cas-ci. Et en fait, ici, le niveau bas, c'est plus ou moins le moins 20. Et là, le niveau là, on va se retrouver dans l'argile de Baume, qui est ici indiqué en vert. Et on va faire ça, on va arriver à ce niveau-là en utilisant des parois moulées qui sont indiquées en bleu de 1,20 m. Et on va en fait mettre des butons intermédiaires qu'on va placer au fur et à mesure de l'excavation. Et à gauche, bon, pour pouvoir construire le tunnel, on a aussi besoin un peu de logistique, à gauche et à droite. Donc on a en fait des bâtards d'eau, ici à gauche et à droite, parce qu'en fait, par exemple, ici les bâtards d'eau, c'est avec des pales planches, qui vont aussi jusque dans l'argile. Et une des premières choses techniquement qui était intéressante, ce qu'on a fait, on a aussi rabattu l'eau qui est ici dans le bâtard d'eau, pour en fait diminuer les efforts des poussées d'eau sur la paroi moulée. Après, évidemment, il y a toujours de l'eau qui pousse ici contre la pale planche et qui après, par le sol, va aussi vouloir prendre appui sur la paroi moulée. Après, vu qu'il y a du sol, il y a déjà une redistribution des efforts qui se passe vers les butons. Et à cause de ça, la paroi moulée, il y a moins d'efforts dans la paroi moulée. Ce que notre client aime bien évidemment, parce que ça veut dire qu'il y a moins d'armature dans la paroi moulée. Voilà, ça c'est déjà une des choses. Ici, j'ai mis un peu les dimensions, mais c'est des dimensions énormes. Allez, c'est du gros matériel. Ici, est-ce que je vois ici, par exemple, les butons, c'est des butons de 1,20 m de diamètre. Et en fait, c'est 3 fois les mêmes. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on va pouvoir les réutiliser. Donc en fait, on commence au point X. Et après, au fur et à mesure que l'excavation et la construction du tunnel continuent, il y a des butons qui vont se libérer et qu'on va pouvoir réutiliser plus loin dans notre puits de construction par après. Bon, c'est intéressant aussi ça, c'est une idée ou qui rapporte en fait de l'argent vu qu'en fait le buton peut être réutilisé. Ça c'est en tout cas un challenge. La deuxième chose où je vais parler un peu plus aujourd'hui, c'est ceci. C'est le talus d'échouage. Je pense, j'en ai pas. Allez, à part au Danemark et pour le Øresund Bridge, le grand pont qui connecte deux parties du Danemark, là ils ont dû faire quelque chose pour protéger la pile. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose d'assez unique en Belgique et c'est pour ça que je me suis concentré là-dessus aussi. Après, je peux encore répondre plein de questions sur le tunnel, parce qu'en fait ici, c'est pour ça qu'on le fait en fait, c'est le tunnel à double étage ici. Là, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Mais voilà. Quand on regarde un peu au niveau géotechnique, j'ai compris que c'est ce que vous aimez bien.
Qu'est-ce qu'on voit? Il y a le niveau du canal ici, plus ou moins. Et après, en fait, le début, il est assez chouette. Ce sont les sables anversois. Katendijk, Perchem, c'est des sables avec une très bonne portance. Des angles de frottement 32, 30, 35, 37. Et après, à un moment, il y a ton QC qui chute. Et alors, ça veut dire que tu es dans l'argile de Beaume. Et l'argile, bon, ouais, c'est en soi, c'est une formation géologique qui est surtout évidemment autour de Beaume. Et entre autres, Beaume, c'est là où on faisait les terres, les backstenen, les briques. Voilà. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que c'est imperméable. Ici, je vais juste aller très rapidement. Je vais vous montrer le phasage et je vais montrer des photos entre de l'exécution. Donc comme ça, vous pouvez mettre en lien le phasage et comment ça ressemble dehors. Donc ça, c'est au début, il n'y a rien de spécial. On va d'abord mettre des pales planches. C'est ce qu'ils sont en train de faire ici. Ça, c'est une société wallonne qu'on connaît. Alors, ici, la première chose qu'on va faire, c'est remplir le canal plein. Allez, entre les pales planches, on va remplir plein de sable pour en fait créer un endroit où on va pouvoir mettre nos machines au sec. Et nos machines, dans ce cas-ci, ce sont des parois moulées, parce que si vous voyez déjà les murets guides qu'on est en train de faire pour des parois moulées. Pour vous donner, voilà, encore quelques photos qu'on était en train de remblayer. Bon, ici, ça c'est les murets guides. Ici, alors, on va faire les parois moulées. Ça, c'est ceci. Bon, c'est gigantesque hein, quand on est là. Voilà. Et tout ça, en fait, au niveau conception, c'est bel et bien l'équipe Sweco avec toute mon équipe qui a travaillé là-dessus, aussi bien sur la paroi même, mais aussi, par exemple, toutes les phases temporaires pour hausser les cages d'armature, pour les connecter les unes aux autres. La stabilité de la fouille aussi, c'est aussi par exemple quelque chose de typique qu'on avait aussi de notre côté. Ouais, ça commence à être impressionnant quand on regarde le nombre de machines au mètre carré. Voilà, après qu'on a fait les parois moulées, on va mettre une pale planche ici à l'intérieur. Et en fait, la pale planche ici, elle n'est pas encore super importante pour la première phase, mais elle va être importante pour tout à fait à la fin. Parce qu'à la fin, on doit redémolir la paroi moulée en dessous du niveau du canal. Et en fait, pour pouvoir démolir la paroi moulée par après, on aura besoin d'une pale planche ici pour justement pouvoir démolir le dessus ici de la paroi moulée. Après ici, pour faire notre bâtard d'eau, on met aussi encore un tie rod, un ancrage en haut. Et ça ressemble comme ceci. Donc ici, on les voit par contre. Voilà. Et ici, là, ça commence à être chouette parce qu'on va commencer à excaver. Et ça a commencé ici en novembre, le novembre dernier. Donc ça commence ici. Et en fait, voilà, ici, ça c'est déjà la première phase d'excavation qui est faite et les premiers butons qu'on est en train d'installer. Ça, c'était une chouette photo pendant qui neigeait il y a pas longtemps. Et ça, c'est ça, c'est la dernière photo d'exécution que j'ai, qui est en fait de la semaine dernière. Et pour vous donner une idée de grandeur, hein, en fait, ce que vous voyez sur la photo, ça c'est le niveau plus 6. Le premier niveau de butonnage est au niveau moins 2. Et on va aller jusqu'au niveau moins 22. Donc, et ici, vous voyez aussi une personne. Ici, le niveau moins 22, on espère y arriver vers fin mars, début avril, pour en fait allez, début mai, faire notre premier radier. Voilà, vous êtes toujours le bienvenu. Si vous avez envie d'une fois faire une visite, n'hésitez pas. Voilà, alors on est ici, on descend. Évidemment, il y a un rabattement qui assure qu'on peut toujours travailler dans le sec. Et en fait, ici, je vais y revenir tantôt. Ici, on a vraiment choisi pour la construction, méthode de construction bottom-up, où en fait, on descend avec des butons pour en fait après construire le tunnel d'en bas vers en haut. Je vais dire pourquoi. Tantôt, vous allez comprendre pourquoi. Après, ici, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va travailler avec un coffrage qui va rouler.
dans le sens où on va commencer à faire un radier après les voiles, et une fois que les voiles ont durci et on enlève le coffrage et on le roule vers la prochaine section. Et ainsi, on a 68 sections à faire, donc plus ou moins 2 ans de travaux, parce que c'est plus ou moins toutes les 2 semaines qu'on va en fait avancer une section. Et en fait, c'est vraiment une sorte de train qui va suivre, hein, parce qu'après, une fois que le radier est fait, après ce seront les voiles, après ce seront la dalle intermédiaire, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant au niveau technique aussi, ici à ce moment-ci, il y a encore un buton. Au moment où on fait la dalle ici au-dessus et qu'on enlève le buton ici, en fait, ce qui se passe, c'est que les efforts du buton viennent évidemment dans la dalle ici en dessous. Ça veut dire que pour la paroi moulée, c'est assez facile. Les efforts, ils se redistribuent, mais vers un point de support qui est assez près du buton. Voilà. Et comme ça, en fait, on fait tout ça. Ici, ce qui est important, c'est évidemment d'avoir assez d'espace à chaque fois au-dessus aussi des boutons quand même pour pouvoir faire ton ferraillage. Et par exemple, pour s'il y a du ferraillage qui sort en direction des voiles pour bien savoir faire les connexions. Voilà. Après, ici, ce qui est aussi avec une profondeur tellement grande, s'il commence à jouer aussi, ici, vous voyez quelque chose qui est en gris foncé. C'est du remblai. Parce qu'en fait, nos parois moulées, elles ont 1% de verticalité. Mais bon, 1%, ok, si ton puits n'est pas profond, c'est pas énorme. Mais vu qu'on a une profondeur quand même conséquente, ça veut dire que, en fait, ça peut être 20 cm d'un côté, mais ça peut aussi être 20 cm de l'autre, des deux côtés. Donc, en fait, il fallait quelque chose pour prendre un peu de marge. Et donc, c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de... Voilà, qu'il y a ici encore quelque chose pour prendre justement. Attends, ici, ça. Ah bah oui, je l'ai pas mis dedans. Alors, voilà. Comme ça, il va nous être content. Voilà. Et donc ici, on est déjà plus ou moins à la fin du phasage. On a construit le tunnel. On remblait dessus, et en fait je vais quand même, parce que j'en ai parlé à tantôt, donc ici vous voyez la paroi moulée est encore haute, après on la démolit, la paroi moulée on fait de nouveau, on remet au niveau actuel, hein. Le niveau actuel c'est plus ou moins le niveau vert que vous voyez là, et après il n'y a plus qu'à démolir les bâtards d'eau, et on peut libérer le canal et le trafic peut passer de nouveau au-dessus du tunnel. Donc en fait, plus tard, vous passerez peut-être dans le tunnel sans savoir qu'en fait, au-dessus de vous, il y a peut-être un bateau qui est aussi en train de passer. Voilà. Maintenant, je vais faire un petit focus sur mes deux sujets. L'argile de baume, ouais, c'est un peu un ami ou un ennemi. Parce que, ouais, l'ami, c'est le fait que je peux travailler dans un puits de construction sec, sans trop avoir de débit d'infiltration, ceci et cela. Ouais, d'un autre côté, pour le puits de construction, l'argile de baume, ben en fait, il perd sa rigidité et sa résistance avec le temps. Donc en fait, il y a un aspect phasage dont je vais parler tantôt. Pour le tunnel, ouais, ici, ça c'était intéressant parce que ça nous donnait la possibilité d'installer un drainage permanent et de limiter en fait les efforts de pression d'eau sur le radier. Mais il a aussi un inconvénient, c'est qu'il y a un effet de gonflement à long terme de l'argile. Si, l'effet de gonflement, il est en fait lié aux différences de contraintes dans l'argile. Donc en fait, du fait qu'on va excaver un très grand nombre de mètres de terre, il y aura en fait des pressions d'eau qui vont être dans l'argile, et au fur et à mesure du temps, l'argile va prendre, ça va être transféré, il va changer ces pressions d'eau en gonflement. Je dis toujours, c'est l'inverse du phénomène de consolidation que vous avez quand vous mettez une charge et qu'au fur et à mesure vous avez des tassements. Et bien ici, c'est exactement l'inverse. Mais à la place d'un tassement, vous avez en fait un gonflement.
Et en fait ici, donc c'est un effet, le moteur est vraiment la différence en contrainte de sol au niveau du radier. Je vois que j'ai encore ici, celui-ci. Et donc c'est un lié à ce delta de contrainte de sol et l'autre c'est lié à la perméabilité, clairement de l'argile de Beaume. Voilà. Ici j'ai mis en fait quelques slides parce qu'en fait bon c'est lié ou nous on le regardait d'un point de vue Terzaghi et Brinch et en fait c'est les formules que vous connaissez pour des tassements mais après on change un peu les formules pour l'effet de gonflement et c'est vraiment la différence en contrainte dans le sol qui va être le moteur de cet effet. Pour avoir un peu de feeling avec l'effet, et le fait qu'à Anvers, on allait construire très beaucoup de tunnels, en 2014, Landis a fait le choix de faire un puits d'essai, où en fait, ils ont, ici j'ai mis la photo ici en haut, ils ont fait un puits de 20 mètres sur 20 mètres, ils ont excavé en plusieurs phases et ils ont été mesurés avec des extensomètres en fait l'extension ou le déplacement vers le haut du fond de fouille et en fait ici j'ai essayé de un peu montrer ce qui se passait. Donc ça c'est ici vous voyez les déplacements, ici vous voyez le temps et en fait il y a 3 phases d'excavation qui ont été faites juste au-dessus de l'argile de Beaume. Donc chaque phase d'excavation, ça veut dire que vous enlevez de la contrainte, vous enlevez du poids sur l'argile, ce qui va faire qu'il aura tendance à vouloir monter. Au début, voilà, il y a 2 effets. Il y a un effet élastique direct que vous avez avec chaque matériau. Et après, ici, on parle surtout du second effet, celui qui aura plutôt à long terme. Ce qu'on voyait, c'est qu'en soi, avec la première excavation, quand les contraintes sont encore élevées sur l'argile de Beaume, la première excavation, il n'y a pas trop ce qui se passe. Il y a pas trop. L'argile ne sentait pas grand-chose. Ici, la deuxième excavation, l'excavation en jaune, mais là, on voyait, ça commençait fortement à monter. Ouais, et on parle quand même de, ici dans ce cas-ci, une vingtaine de millimètres. Ça a l'air pas beaucoup, mais évidemment, si vous avez un tunnel là, 20 mm, je vais tantôt en parler en termes de pression, ce que ça génère sur le radier, mais c'est assez conséquent. Et on parle seulement de ceci. Évidemment, ça continue, parce que bon ici, donc il y a une partie qui est assez rapide et que dans notre cas, en fait, on va excaver. Donc ça va monter, on va excaver, il n'y a pas trop qui va se passer. Et c'est en fait surtout la partie ici en vert qui va commencer à être intéressant, c'est quand ta structure y est, et c'est ce que la structure va devoir reprendre. Et c'est ça qu'on a donc voulu faire tester avec le puits d'essai. Et ici aussi, troisième excavation, on est juste au-dessus de l'argile ici. Là, on voit exactement la même chose. D'abord, quelque chose qui va très très vite, où ici, cette partie-là monte assez vite. Après, on a une partie qui monte un peu moins vite, mais qui est donc un effet à très très long terme. Ici, je donne quelques valeurs. On a fait quelques tests et en effet, on a essayé de ce qu'on a vu dans l'essai, de le remodéliser ici avec nos formules que j'ai montrées il y a 3-4 slides ici. Et en effet, on peut voir ici en fonction du temps, les déplacements. Et en fait, ce qu'on a fait, vu qu'il y a pas mal, il y a des inconnus au niveau de la perméabilité. On ne sait pas ce que ça va donner exactement, donc on s'est dit, on prend une valeur haute, on prend une valeur basse. Ici aussi, au niveau réaction de sol, on ne sait pas au niveau rigidité comment il va exactement réagir. Donc là aussi, on prend en fait une fourchette et ça donne en fait ceci comme fourchette de possible gonflement de l'argile. Mais évidemment, les graphiques que vous voyez ici, c'est toujours dans l'idée qu'on ne fait rien et qu'on laisse l'argile venir.
Si évidemment on recharge l'argile et on remet du poids sur l'argile, le delta, qui est vraiment le moteur de ce gonflement, diminue. Et donc en fait l'idée était, à ce moment-ci, quand moi, en 2019 j'ai démarré, et alors là c'était encore un phasage top-down. En fait, si on change de phasage dans un bottom-up où on essaye justement, dans un top-down, on essaye de mettre tous les charges vont plutôt vers les parois et vont en profondeur. Si on change de phasage vers un bottom-up, en fait, on recharge à maxima l'argile à nouveau, ce qui fait qu'en fait, si on arrive à avoir la même contrainte que ce qu'elle avait initialement, en fait, le problème du gonflement, on l'a plus. Et ça, en fait, ce que on a fait ici avec Sweco quand on a démarré sur le projet. Parce qu'en fait, ça, c'est le projet avant qu'on l'a reçu. Et donc là, vous voyez toujours le tunnel, mais vous voyez, ça, c'est toujours des parois moulées, mais il y a des barrettes ici aussi. Et là, l'idée, c'était de travailler en top-down et de travailler avec des excavations en Strauss. Ce qui faisait que toutes les charges ici au-dessus, elles allaient dans les parois moulées en profondeur, idem ici dans les barrettes en profondeur. Mais ce qui faisait qu'il y avait pas beaucoup de réactions sur l'argile. Et il y avait, en fait, on n'arrivait pas à dimensionner correctement le radier. Même à ce point-là, qu'en fait, ils avaient prévu une sorte de rotule, une connexion. Ça, c'est la connexion entre le radier et la paroi moulée, qui était une sorte de rotule, justement parce qu'en fait, pour diminuer le moment d'encastrement au niveau de la paroi moulée, on devait aller vers un système ainsi. Mais bon, ça on ne voulait pas. Les entrepreneurs n'étaient pas chauds du tout pour exécuter ce genre de choses-là. Et donc, on a, ensemble avec l'entrepreneur, changé en fait le phasage vers un phasage bottom-up. Ici, ça c'est en fait, là tantôt c'était le puits d'essai. Si j'applique maintenant les mêmes théories sur notre tunnel et nos contraintes de sol, on arrive en fait plus ou moins à ce phasage-ci. Donc en fait, ce qu'on voit, ça c'est les phases de réalisation des dalles avec mes 4 scénarios. Et ça, en fait, ici, en millimètres, vous voyez ce qu'on prévoit en fait de gonflement si on fait rien. Et en fait, ce qu'on voit ici, en soi, pendant la construction, il y a déjà du gonflement, mais c'est encore OK. Hein, quand on fait la traduction de déplacement vers ici des pressions sur notre radier, ouais, en fait, ça va. Ça, c'est pas énorme. Par contre, si on ne fait rien, par contre, le long terme, et là, on a pris 100 ans. Ça, c'était ici les pressions de gonflement. Oui, ça, en plus de simplement tous les charges qui vont encore venir là avec, c'était assez considérable. Et donc, voilà. Et ça, on avait donc simulé, on n'arrivait pas à avoir un radier qui était structurellement dont on était très content. Et donc, on a changé le phasage de top-down vers bottom-up. Ça, c'est en tout cas la première chose que je voulais vous dire. Ici aussi, et ça c'est la prochaine figure, où là en fait, ici on est en bottom-up, et ça donne en fait ceci. Hein. Donc ici vous voyez en fait les réactions de sol en fonction en dessous du radier. Et en fait, hein, vous voyez bien en dessous des voiles, il y a localement pas mal, il y a beaucoup de réactions. Et en fait, la ligne verte, c'était en fait les contraintes qu'il y avait dans le sol avant travaux. Et donc en fait, on est parfaitement dans l'ordre de grandeur des contraintes avant, après travaux, ce qui veut dire qu'en fait, au niveau gonflement, on ne doit plus trop s'en tracasser. Mais c'est donc lié au phasage bottom-up qu'on a fait, évidemment. Où ce n'aurait pas été le cas avec le top-down. Ok, voilà. L'argile de baume.
moi, j'ai surtout conçu le puits. Et en fait, pour les parois moulées, c'était pas facile parce qu'en fait, avec tous les essais qu'on avait fait, on avait vu que la rigidité de l'argile, elle pouvait diminuer assez rapidement avec le temps. Et une rigidité pour la fiche, pendant qu'on fait la dernière phase d'excavation, si la rigidité diminue avec le temps, ça veut dire en fait qu'il y a un gros moment d'encastrement dans la paroi moulée qui commence à y avoir autour du buton numéro 3. Et donc en fait, ce qu'on a dû faire, ensemble avec Lantis, on a défini plusieurs modèles ou variations de paramètres. Ici, vous voyez en fait, ça c'est la paroi moulée, avec les différents modèles dont j'ai mis les paramètres ici en SLS, en ELS et ELU. Et en fait, ici, ce qu'on a essayé de faire, c'est regarder quelle modélisation nous semble la plus réaliste. Celle-là, on a prise. Et par-ci, par-là, on a encore vu qu'il y a peut-être des modélisations qui font que l'un ou l'autre moment est un peu plus élevé que l'autre. Donc, il y a certaines zones de moments où on a pondéré, en fait, justement pour prendre un peu en compte. Et je veux dire, on a en fait pris un modèle seulement. On n'a pas à chaque fois, pour chaque section, fait les 4 modélisations, mais on en a juste pris un. Et on a appliqué en fait des facteurs de pondération. Ici, ça donne un peu une idée du mode de failure mode qu'on peut attendre de ce genre de structure ici. Voilà. Après, ici sur le puits, il y a encore plein d'autres choses à faire ou d'autres choses à étudier. Par exemple, pour les butons, il y a les effets de température qu'il faut encore prendre. Ici, sur le bâtard d'eau, il y a pas mal. Ici, on a mis simplement une surcharge de 20 kPa, mais en fait, en réalité, il y aura des grues. Il y aura beaucoup de camions qui vont aussi passer. Mais tout ça, ici, on a essayé de simplement prendre une charge globale pour avoir le poids plus ou moins qui est correct. Et en fait, après, on a aussi encore chaque élément du puits a encore été détaillé plus en détail ou calculé plus en détail. Ce qui était intéressant aussi, c'est ici le bouton. On a dû prendre en compte le fait qu'il y en a un qui puisse tomber ou qui puisse ne plus être présent. Ou en tout cas, ça c'était une des exigences de Lantis et qui est, je pense, et qui est, je pense, en soi une logique aussi. Après, ce qu'on a entre autres dû faire ici, c'est alors, on a fait non un calcul élastique, mais un calcul plastique de la paroi moulée en Plaxis, qui permet en fait, je pense pour ce genre de cas, que c'était très utile de le faire ainsi, d'avoir quand même un peu quelque chose de pragmatique dans ce cas. Ça, c'est mon deuxième sujet que je voulais aborder. C'est le talus d'échouage. Ça, c'est une photo que j'ai fait moi-même quand j'étais sur le bateau de dragage. Et je vais en fait un peu vous montrer parce qu'en fait, comme Frédéric a dit, c'est facile, il y a 2 Frédéric. On est à la jonction ici avec le port. Donc en fait, il y a super beaucoup de navires qui vont vers le canal Albert, mais en soi, ceux-là, ils passent au-dessus de notre tunnel. Mais en fait, ici, ça, c'est le port d'Anvers. Et là, ce sont les grands bateaux conteneurs, pas les tout grands, parce que là, ils sont sur la rive gauche, mais on parle quand même de conteneurs, on parle quand même de bateaux déjà de 200 mètres de long et 7 ou 8 mètres de profondeur. Et en fait, il y avait un choix. Les bateaux, ils passent ici en haut pour aller vers les quais ici. Mais en fait, ils passent jamais où il y a notre tunnel. Et donc, soit on pouvait faire un choix, soit, la logique en soi, quand on essaye de construire un tunnel dans une voie navigable, c'est de construire le tunnel en dessous de la voie navigable. Mais ici, on n'était pas vraiment en dessous. On était à côté. Et alors là, c'était un choix, soit
Allez, ça c'est une proposition que Sweco avait fait à notre client Lantis. Ouais, soit on met notre tunnel 5, 6, 7 mètres plus profond, mais plus profond c'est techniquement plus difficile, ça va coûter plus cher, et ça prend plus de temps. Ou soit on le met quand même plus haut et on le met au niveau du canal Albert, que tout se passe bien, mais on le met plus haut. Mais alors on doit quand même prévoir quelque chose. Si il y a un bateau ici qui rate son tournant, que notre tunnel est protégé. Et Lantis, ensemble avec nous, on s'est dit, OK, ensemble avec notre entrepreneur, on a pris le risque et le challenge de calculer ceci. Et donc, en fait, ce qui pour nous, ce que nous on pensait, et ce que vous voyez ici, en fait, c'est comment les bateaux peuvent, en fait, échouer en direction de notre tunnel. Et ici, pour nous, en fait, ce qui était le plus important, ce qui nous pensait le plus governing, c'est en fait ici, c'est quand en fait un bateau va en ligne droite vers son but, parce qu'en fait, alors le chemin vers ta structure est le plus court. Et en fait, ici, je vais aller directement, je pense, vers l'autre. Ici, ce sont des slides en anglais. Et en fait, je vais directement montrer. Où la première idée qu'en fait nous on avait, j'avais moi été au Danemark pour Sweco à ce moment-là, et on parlait justement de ceci, de ce genre de structure. Et je vais voir si j'ai ceci. Mais en fait, c'est un peu l'idée d'un skater ou quelqu'un qui fait du skate. Ben, quand il est tout à fait en haut, il n'a pas de vitesse mais beaucoup d'énergie potentielle. Quand il descend, il a beaucoup d'énergie kinétique mais pas d'énergie potentielle. Et ben, la même logique peut se faire ici pour les bateaux. Et en fait, ça se fait dans le monde. Ici, ça c'est surtout quand des bateaux partent pour être démolis et ceci et cela. Alors, ben, ils font ça à toute vitesse et ils s'arrêtent en fait. En fait, c'est cette idée-là. On a en fait voulu le faire. Je vais peut-être encore juste remontrer celle-ci. Parce qu'en fait, ouais, ça montre bien. En fait, ce que vous voyez ici, c'est la bulbe qui monte vraiment et le bateau perd en fait son énergie kinétique et s'arrête. Parce qu'en fait, ça c'est aussi une idée. En fait, on peut construire quelque chose qui est très rigide et qui peut faire beaucoup de dégâts. Mais en fait, le port n'est pas intéressé là-dedans non plus. Hein, si les bateaux là, s'il y a un bateau qui s'échoue et qui a plein de pollution et que ça prend, c'est très difficile de l'enlever. Ça, on n'aime pas. Donc ici, en fait, aussi bien les clients que le port étaient assez vite convaincus par ce système. Voilà. Et en fait, ce que nous on a fait, c'est d'abord essayer de calculer le chemin qu'un bateau va parcourir. Et après, bon, il y a quand même le bateau, il va venir dans les environs du tunnel, donc il y aura sans doute quand même des efforts qui vont venir sous le tunnel. Et peut-être qu'il y en a qui vont même passer sur le tunnel, au-dessus, mais pas contre. Voilà. Alors la première chose qu'on a fait, évidemment, c'est aller regarder dans la littérature, et c'est là que je reviens vers le Danemark de nouveau, parce que là, ils ont un peu d'expérience. Pedersen. Ici, en fait, ce que eux disent, la première théorie, c'est assez simple, c'est le bateau qui va rotuler, je ne sais pas comment, qui va tourner. Et simplement, le fait de bouger, de devoir faire ce mouvement-là, ça fait perdre de l'énergie. Ça fait arrêter le bateau. Mais après, on peut en fait élargir un peu le raisonnement. Et une fois qu'en fait il va vouloir s'échouer, il y aura en fait une sorte de friction entre la bulbe du bateau et le sol. Voilà, ça c'est un terme qui va faire qu'on va perdre de l'énergie. Il y a ce que je disais à tantôt, le fait qu'on va monter, qui va faire perdre de l'énergie. Et ici,
Pedersen il dit alors aussi qu'à la base, ça c'était celui que j'avais ici, celui-ci, ça c'est déjà aussi, oui. L'impact fait aussi qu'on perd déjà une partie de l'énergie à l'impact. Après il y avait Bo, Serup Simonsen, où lui en fait, il rajoute un peu, ouais, allez, ou ce que eux disent, c'est que c'est pas facile d'essayer de calculer ça parce qu'en fait il y a beaucoup de paramètres, comme le fait que on ne sait pas si le matériau va réagir de manière drainée ou non drainée, parce ce que Bo Serup Simonsen dit, c'est que ça va réagir de manière non drainée, ce qui veut dire en fait que quand on va aller avec le bateau contre le sol, c'est qu'en fait le sol ne va pas vouloir absorber le choc, mais il y aura de l'eau, où l'eau va donner une réaction, et c'est pas les grains de sol qui vont en fait donner une réaction. Mais Bo, il a aussi fait quelques modèles. Et il a aussi une publication que nous on a utilisée pour faire en fait quelques premiers calculs en Excel, mais de manière générale il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles. Souvent ça parle plus sur tout ce qui est dégâts sur les bulbes de bateau, mais sur vraiment l'élément que nous on voulait chercher, il n'y avait pas trop. Donc on a ensemble avec Rocco Lantis et les experts en Belgique, j'ai envie de dire, on s'est mis ensemble, on a essayé de trouver qu'est-ce qui peut quand même qu'est-ce qui peut fonctionner. Et en fait, ce qu'on a décidé, c'est d'en fait faire deux calculs. Un calcul selon la méthode drainée, comme si ce serait du gravillon dans lequel le bateau va échouer, et un autre calcul non drainé. Si c'est non drainé, ce qui se passe alors, c'est que le bateau en soi, il s'arrête assez rapidement, mais qu'en fait, alors tu vas avoir une vague shockwave dans l'eau qui va quand même donner aussi un effort sur la paramoulée et sur le tunnel. Voilà. Les hypothèses. En fait, ici, vous reconnaissez le tunnel. Ça, c'était mon bâtard d'eau. Et en fait, ici, ce qu'on a ensemble avec Lantis fait comme design, c'est en fait qu'ici, on allait remblayer, pas avec du sable, pas avec du gravillon, mais avec des scories de glacier, ça se dit, steel slacks. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'il faut avoir, c'est un matériau qui est très fort, qui est lourd. Ça donne pas mal de résistance. Et en fait, si on faisait juste avec du gravillon ou avec du sable, on n'y arrivait pas. En fait, alors tu remarquais que les longueurs de distance, on n'avait pas assez d'espace, parce que si on aurait eu assez d'espace, évidemment, on allait mettre un talus de centaines de mètres, mais on n'avait pas cet espace, donc on a dû chercher un matériau qui est en fait plus fort, plus costaud. En soi, c'est assez... c'est pas cher, vu que chez ArcelorMittal à Gand, ils étaient contents qu'on allait l'utiliser. C'est un matériau qui a une bonne perméabilité, qui est très perméable. Évidemment, la capacité portante est très très bonne. Donc, ok, on part là-dessus. Les 48 degrés, c'est mesuré en labo. Donc, on a été prendre ces échantillons. Ils ont été testés avec des tests triaxiales. Et on arrive effectivement à du 48 degrés. Voilà. Ça, c'est aussi intéressant. Ça, c'est une étude que j'ai fait moi-même aussi. Pour avoir une idée de quel type de bateau passe, en fait, on a demandé au port, donnez-nous une fois les bateaux qui sont venus les 5 dernières années, et on va essayer d'analyser quel type de bateau passe là exactement. Et il y a un peu de tout.
après, ok, je savais le type de bateau, mais en fait, ce qui n'est pas facile, c'est que la géométrie du bateau, ça, c'est en fait le business des producteurs de bateaux ou des fabricants de bateaux. Parce qu'en fait, l'efficacité au niveau, au niveau, c'est pas kérosène, mais ouais, au niveau, euh, au niveau essence, ceci et cela, eh ben, c'est justement la bulbe qui fait ça. Donc en fait, quand on va essayer, j'avais bien une liste, mais j'avais pas vraiment comment ressemble une bulbe. Euh, mais heureusement, il y a quand même, on a su définir par type de catégorie de bateau. On a su définir des bulbes. Et il y a quand même aussi, on peut acheter les formes de bulbes. Euh, En fait, ce que vous pouvez vous imaginer, ça c'est un bulk carrier. Donc ça c'est surtout de la marchandise qui est là-dedans. Ça là, c'est assez gros. La bulbe est assez grosse, c'est assez large. Et en fait, bon, quand ça cogne contre notre talus, il y a directement une grosse surface. Et donc, ça va assez vite mobiliser beaucoup de sol et s'arrêter assez rapidement. Ouais, le problématique, c'est plutôt celui-ci, qui en fait, à l'avant, c'est très pointu. Et là, c'est un peu comme en néerlandais, on mess in the boter, donc comme un couteau dans du beurre, où ça a tendance à vraiment vouloir avancer très rapidement dans le matériau. Et c'est donc celui-là qu'on a dû prendre comme cas de référence, ou en tout cas comme cas qui est déterminant pour la conception. Ici, vous voyez encore une fois comment les bulbes sont quand on les met de manière horizontale les unes sur les autres. Ou ça c'est pardon, ça c'est l'avant, et ça c'est au fur et à mesure le bateau devient de plus en plus large, et ça c'est la largeur du bateau final du Maersk. Et donc ici en effet, ici quand c'est petit, ça donne peu de surface de contact, et donc ça donne peu de résistance. Ce que nous on a fait, on a essayé de paramétriser ça dans nos modèles et dans nos feuilles de calcul. Ouais, en essayant de linéariser, hein, c'est ce qu'un ingénieur aime bien faire, de simplifier en petits morceaux qui sont compréhensibles. Et c'est ce qu'on a fait. Et en fait, après, ce qu'on a aussi voulu faire, c'est implémenter ça dans un Plaxis 3D pour avoir en fait une idée de la capacité portante et comment le sol va réagir en fait autour. En fait, ce qu'on a fait, voilà, donc ça c'est, ça vous donne une idée de notre modèle. En fait, à la place de bouger le bateau dans le talus, on a en fait fait bouger le talus dans le bateau. Donc on a en fait fait une sorte d'itération où en fait le talus, par phase d'itération, ouais, on regardait les efforts. Voilà, ici en fait, ça c'est ouais, de la simple physique en fait, quand on essaye quand un bateau monte, il y a une certaine force à l'avant pour le faire aller sous un angle. Et ben, cet effort fois la distance sur laquelle on applique cet effort, c'est une énergie. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire, ça c'est la prochaine. Le bateau a une certaine énergie, donc il fallait définir la bulbe, non, l'énergie kinétique. La masse, ça on l'avait avec mon analyse des bateaux que j'avais faite. La vitesse, ça j'avais les bateaux ont des AIS data, donc c'est en fait tous les 3 secondes, ils envoient en fait un data avec leur position, leur vitesse et encore plein d'autres choses. Et en fait, on a fait une analyse statistique sur ces vitesses. Et donc, on a su faire type Eurocode. On a pris la 95% de sûreté sur la valeur de la vitesse.
Et ici, vous voyez en fait les différentes draughts ou les différentes profondeurs des bateaux. On devait aller jusqu'à 12 mètres, donc je parlais à tantôt de 8, mais en fait les tout gros qui y passent, c'est 12 mètres de profondeur qu'ils ont, et on parle ordre de grandeur 275 méganewtons mètres d'énergie. Et en fait, il faut s'assurer que ici, ton bateau il va s'arrêter, où l'équation sera zéro, quand ces trois composantes-ci ensemble font exactement l'énergie kinétique ici. Et ici, c'est encore une fois les trois choses qui vont nous permettre d'arrêter le bateau. Ça, c'est la résistance passive, c'est vraiment à l'avant du bateau, le sol qui donne de la résistance. Ça, c'est la friction, c'est le sol le long de la boulbe. Et ça, c'est le bateau qui monte et qui perd son énergie aussi. Voilà. Voilà. Et après ici, donc on a fait en fait deux calculs, un calcul en Plaxis, un calcul en Excel. Et en fait, les deux calculs étaient pas loin les uns des autres. Voilà. Et ici, vous voyez entre autres, ça c'est le point de contact où la bulbe avait et comment en fait les efforts se dispersent dans le talus. Ici, par exemple, vous voyez, hein, ça c'est le tunnel, ça c'est mon talus, et ça c'est en fait la pente avec laquelle le trajet que le bateau va faire dans mon talus. Et en fait, l'idéal c'est évidemment de ne pas avoir la ligne rouge qui est au niveau du tunnel, parce que ça veut dire qu'en fait il y a une collision. Mais en fait, il y avait... ouais, voilà. On a réussi à faire ça ensemble avec pas mal de comités techniques et SECO. Et allez, il y a beaucoup de personnes qui ont regardé ces calculs ici et et tout le monde se sent en fait confiant par rapport aux calculs qu'on a fait. Ici, les mêmes graphiques, mais par exemple, un bateau avec différentes... Ouais, dépendant de sa cargaison, il va être plus profond ou pas. Voilà, et si vous voyez à chaque fois, hein, donc, ce qui est par ailleurs, c'est pas toujours le bateau le plus profond qui est le plus problématique, parce qu'en fait, c'est le bateau qui est ici, parce qu'en fait, au plus profond tu es, au plus de contraintes de sol que tu as, au plus de résistance le sol va donner. Donc en fait, c'est plus les bateaux ici qui sont pas tellement hauts, allez, qui sont pas tellement profonds dans notre talus, qui vont en fait le plus loin et qui ont vraiment cette forme très pointue à l'avant, qui sont en fait vraiment un problème. Hein. Et en soi, ici, ce qu'on a mis ici, c'est vraiment les containers, les bateaux containers, parce qu'en fait, les bulles avec leur forme de bulbe très large, ceux-là, ils s'arrêtaient toujours à temps. Ici, je vais passer un peu plus rapidement. Voilà. Ici, ça c'est en fait comment notre simulation était. Il y avait plusieurs phases dans la simulation. D'abord la phase initiale, après on met le talus dedans et ainsi on termine par, allez ici, on calcule en fait la rigidité du sol ici pour mettre après dans notre calcul itératif. Et ça c'est un peu le schéma de calcul. C'était vraiment un calcul itératif dans Plaxis parce qu'en fait dans Plaxis, là le mouvement du bateau il n'est pas dedans. Et donc il fallait faire par petits pas. Et voilà, ça c'est... il y avait beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus et qui ont dû faire pas mal d'itérations. Mais bon, en fin de compte, hein, on voit, allez, le but c'est, on voit au fur et à mesure que le bateau va dans le talus, son énergie diminue et on essaie évidemment d'avoir zéro avant qu'il touche le tunnel. Ici, ça c'est ce que vous voyez ici. Ça c'est en effet, ça c'est par exemple l'effort à l'avant de la boulbe en fonction de son déplacement et de sa pénétration. Donc en effet, ici vous voyez bien, hop, ça monte très fortement une fois qu'il
qui va dans le talus. Voilà, ça c'est quelques ça c'est les déplacements horizontaux par rapport au déplacement vertical, parce qu'en fait ce qu'il fallait bien voir, c'est que la pente qu'on mettait dans le bateau dans le modèle Plaxis était plus ou moins le même qu'est-ce qu'on avait dans nos autres calculs, et c'est ce qu'on voit ici, hein, que c'est plus ou moins bon. Voilà, après ici, ça je vois ici, ouais. On a fait aussi des études de sensitivité, hein, pour être sûr que, imaginons que le sable réagit quand même un peu moins. Allez, il y a une partie évidemment nos scories d'acier, mais il y a aussi encore quand même du sable ici entre et autour. Voilà, et là on a fait pas mal de d'études de sensitivité. Aussi, par exemple, il y a quand même encore des effets dynamiques qu'on n'a pas pris en compte et qu'on pense qui sont quand même encore plus robustes. Allez, ou qui sont plus... c'est conservatif le fait qu'on a pris certains modules d'élasticité qui sont encore liés normalement à la statique. Et là où en dynamique, on peut en fait attendre que les modules dynamiques vont être plus raides qu'ici. Ici, je vois que je suis un peu hors temps. Mais ici, bon, on voit de nouveau le, le chemin d'un bateau sous le tunnel. Ça, c'est ce que je viens de dire. L'influence, on a fait des différentes... allez, ce qu'on voit ici, si je vois bien, ça c'est un phi de 45 en orange et un phi de 40 en bleu. Donc on voit bel et bien, au plus fort le matériau est, au plus vite il va s'arrêter, même si l'effet n'est pas énorme non plus. Mais voilà. Et ça, c'est la différence en bulbe entre un container et un bulk carrier. Ça, c'est ce que je venais d'expliquer à tantôt aussi avec la profondeur. Voilà. L'ANTIS, ça fait aussi une analyse statistique, pardon. Parce qu'en fait, ici, c'est un risque que l'ANTIS prend. Un risque, c'est une chance fois la conséquence. Donc l'ANTIS, ça fait pas mal d'exercices sur la chance. Voilà, et ici, en fait, je venais de montrer tous les calculs pour la situation drainée. Il y a encore... en fait, ce qu'on attend, c'est que ça va plutôt réagir de manière non drainée. Et aussi pour ça, on a fait quelques calculs. Et ici, ça c'est le tunnel. Ici, vous voyez les voiles intermédiaires. Ici, c'est les voiles aux côtés. Il y a quand même quelques situations où on pense que le bateau va peut-être terminer sur le tunnel. Donc, on a fait une analyse que le tunnel puisse prendre ces efforts-ci aussi. Après, vu que les charges permanentes sur le tunnel sont déjà tellement élevées et qu'il y a aussi un gros facteur de sécurité sur ces charges permanentes, et que ceci est un cas accidentel, c'est même pas dimensionnant. Ici aussi, pour la paroi moulée, la vague, allez, le shockwave, on a aussi mis ça une fois sur la paroi moulée, mais bon, là aussi, même histoire, les charges permanentes sont tellement élevées que ce n'est pas dimensionnant. Voilà, et ceci, ça c'est encore quelques... ici, il y en va encore. En fait, l'ANTIS, vers la fin de l'exercice, il y avait en fait encore un bateau où on n'arrivait pas, ça c'était le Mars, qu'on n'arrivait pas vraiment le faire arrêter avant le tunnel. Et en fait, ce qu'on a fait là, de manière robuste, on a en fait dimensionné la dalle de toiture du tunnel pour qu'il puisse reprendre les efforts de collision conformément Eurocode 1.7. Voilà. Et donc ici, on a monolithisé toutes ces dalles de toiture, et ça va en fait réagir comme une grosse poutre très très haute pour reprendre cet effort. Voilà, et je pense que je vais aller un peu plus vite comme ça.
Ouais, bon. Pour montrer qu'en fait, il y a très beaucoup d'ingénierie derrière. Voilà. Mais je suis très content d'avoir pu donner cette présentation. Merci à vous. Et j'ai envie de dire, laissez vous inspirer pour des questions. Ouais, ouais.